Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Ce soir, on va poursuivre notre passage en revue des éléments chimiques. Dans la première partie, on avait parlé des 12 premiers, de l'hydrogène au magnésium. Et l'élément suivant, ça va être l'aluminium, avec le numéro atomique 13. Comme vous vous en souvenez, ça veut dire que les atomes d'aluminium ont 13 protons dans leur noyau. Alors, installez-vous confortablement et, s'il vous plaît, prenez un instant pour vous abonner, liker ou commenter cet épisode. C'est important pour que les algorithmes donnent de la visibilité à cette émission. Et une fois ceci fait, laissez vos épaules se relâcher. Vous n'avez pas besoin de la tension qui les contracte. Et on est parti. L'aluminium est assez présent dans la vie quotidienne, dans les emballages de boissons, dans les appareils électriques, les échelles, ou en feuilles d'aluminium pour emballer ou couvrir des aliments. On utilise en général l'aluminium quand on cherche une certaine solidité, accompagné d'un poids limité. Il est peu dense et donc léger. On va voir pourquoi. Je vous ai parlé avant des familles ou des groupes d'éléments chimiques qu'on retrouve présentés en colonne dans la table périodique des éléments. Et les éléments d'une même famille partagent des propriétés communes. Pour ce qui est de leur propension à s'associer à d'autres éléments, à former des molécules avec eux, leurs propriétés chimiques sont fortement déterminées par leur nombre d'électrons. Les atomes cherchent à saturer, à remplir leur couche la plus externe d'électrons, soit en partageant leurs électrons avec d'autres atomes dans des molécules, soit en abandonnant ou en volant des électrons à d'autres. Et les éléments d'un même groupe ont un même nombre d'électrons à apporter ou à trouver sur leur dernière couche électronique pour satisfaire cet équilibre. Et c'est pour ça qu'ils ont des propriétés chimiques proches de celles des autres membres de leur famille. Ça n'est pas une coïncidence. L'aluminium est le deuxième élément de la famille qui commence avec le bore, dont je vous ai parlé dans la première partie. Et cette famille du bore est encline à former des composés, notamment avec l'oxygène. Elle se lie facilement avec lui. C'est pour ça que dans la nature, l'aluminium n'est presque jamais trouvé sous forme pure. Il est généralement sous forme d'oxyde, c'est-à-dire en association avec de l'oxygène. Et l'aluminium est présent en grande quantité dans la croûte terrestre. C'est même le troisième élément le plus abondant, après l'oxygène et le silicium, sous forme de roche qu'on appelle de la bauxite. La bauxite, c'est une roche sédimentaire, souvent rouge-brun, mais parfois elle peut être blanche, qui est riche en oxyde d'aluminium. En général, pour extraire les métaux du sol, on récolte des minerais, les minerais étant des substances riches d'un métal en particulier, fer, cuivre, etc. Métaux qui ne sont pas généralement trouvés sous forme pure. Et ensuite, pour la plupart des métaux communs, le minerai est fondu dans un four, un fourneau, soit immédiatement, si le minerai est suffisamment riche, concentré en métal, soit après avoir traité le minerai, s'il ne l'est pas, pour éliminer des impuretés. Entre ces étapes de traitement et ensuite de fonte du minerai, on élimine les éléments indésirables en les séparant ou en les brûlant, et on obtient du métal presque pur. Par contre, dans le cas de l'aluminium, le procédé est différent. On part bien sûr du minerai, la bauxite, mais on le traite chimiquement. Ça permet d'éliminer les éléments indésirables pour ne retenir que de l'oxyde d'aluminium.
ce qui s'appelle de l'alumine. Et cette alumine est traitée ensuite électriquement. L'objectif, c'est de séparer les atomes d'aluminium et d'oxygène pour ne récolter que l'aluminium. Et ça se fait par électrolyse, c'est-à-dire la séparation d'éléments en leur appliquant un courant électrique entre deux électrodes. Dans le cas de l'électrolyse de l'aluminium, on utilise une électrode en carbone. Carbone qui va offrir une alternative aux atomes d'oxygène. Dès qu'ils vont se séparer de l'aluminium, ils vont pouvoir s'associer à du carbone sous forme de monoxyde ou de dioxyde de carbone, et il restera l'aluminium pur. La bauxite est assez abondante. Je vous disais que l'aluminium est le troisième élément le plus commun dans la croûte terrestre. Par contre, là où ça coûte plus cher à produire, c'est parce que le procédé d'électrolyse est gourmand en électricité. Une seule usine d'électrolyse de l'aluminium peut consommer autant d'électricité qu'une petite ville. Et c'est pour ça que traditionnellement, depuis la découverte de ce procédé au XIXe siècle, on construit les usines d'aluminium près de sources d'électricité fiables et peu coûteuses, notamment l'hydroélectricité, des barrages sur des rivières ou des fleuves. Entre cette consommation d'énergie et le rejet de dioxyde de carbone, qui est un déchet donc de l'électrolyse, le coût environnemental de la production d'aluminium peut être assez élevé. Mais malgré tout, l'aluminium est très utile pour sa combinaison de résistance et de légèreté, pour faire des avions par exemple. Depuis le début de l'aviation moderne, on a utilisé beaucoup d'aluminium, ou pour l'emballage de boissons gazeuses comme des sodas ou de la bière. Il est suffisamment résistant à la pression, sans être lourd. Mais alors pourquoi, à résistance comparable, l'aluminium est beaucoup plus léger que le fer, par exemple? Il y a deux explications à ça. La masse atomique et l'arrangement des atomes. Un noyau d'aluminium a toujours 13 protons et l'isotope le plus commun a 14 neutrons. Donc c'est de l'aluminium 27. 27 parce qu'il y a 27 particules dans son noyau. Le fer, par contre, a généralement 56 particules dans son noyau, si bien qu'un atome de fer a à peu près 2 fois la masse d'un atome d'aluminium. Et en plus, sous les conditions atmosphériques normales sur Terre, la façon dont s'arrangent entre eux les atomes d'aluminium laisse plus de vide, d'espace entre eux. Pour un volume identique, il faut 1,5 fois plus d'atomes de fer. Dit autrement, là où rentreraient 100 atomes d'aluminium, il faudrait 150 atomes de fer pour remplir ce même volume. Et c'est pour ça qu'une échelle ou une canette d'aluminium paraît si légère comparée à du fer ou de l'acier. À volume et résistance comparables, elle a besoin de moins d'atomes, atomes qui eux-mêmes n'ont que la moitié de la masse du fer, si bien que les deux effets se combinent pour faire que la densité de l'aluminium soit seulement 1/3 de celle du fer. Notre élément suivant est lui aussi très présent sur Terre, c'est le silicium avec le numéro 14. Je vous disais que le silicium est le deuxième élément le plus abondant dans la croûte terrestre, après l'oxygène. Il représente à lui seul environ 28% de la masse de la croûte terrestre, où il est souvent en association avec de l'oxygène pour former des composés appelés des silicates. Les silicates, c'est ce qu'on appelle plus communément de la pierre, de la roche. Ces minéraux, les silicates, dominent largement la composition de la croûte terrestre, et cette association d'oxygène et de silicium est aussi largement distribuée dans l'espace, dans la poussière cosmique, les astéroïdes,
les planètes rocheuses et les satellites rocheux, les silicates sont très communs. Le silicium, considéré isolément, c'est le 8e élément le plus commun dans l'univers, et aussi un élément très présent dans la vie quotidienne depuis la préhistoire. Déjà dans des matériaux de construction, le sable, la pierre, l'argile, tout ça contient du silicium, tout comme le ciment, le béton. Donc le silicium est abondant dans nos maisons ou nos routes. Le verre est aussi fait principalement de silicium. Il peut y avoir différentes compositions du verre, parce que verre, c'est un terme général pour des substances solides qui sont transparentes, et aussi chimiquement amorphes. Amorphe, ça veut dire sans forme ou sans structure. Si on regarde du verre au microscope, les atomes dont il est fait ne sont pas arrangés de façon ordonnée. Ils ne répètent pas une structure, mais ils sont juste empilés et liés les uns aux autres de façon désordonnée. Chimiquement, le contraire d'amorphe, c'est cristallin. Une structure cristalline, c'est une structure dans laquelle il y a un arrangement périodique des atomes. Arrangement qui se répète de très nombreuses fois et sur différentes échelles. Dans le langage quotidien, verre et cristal peuvent être utilisés parfois de façon presque interchangeable. Et c'est vrai qu'à l'œil nu, la différence n'est pas toujours évidente entre verre et cristal. Le verre peut imiter un cristal transparent. Mais si on regarde de près la structure, ils n'ont rien à voir, et ils sont même à l'opposé l'un de l'autre. Encore un autre usage fréquent du silicium, c'est dans les silicones. Les silicones, ce sont de grosses molécules contenant du silicium. Il y en a différentes sortes avec différentes propriétés, mais toutes contiennent une grande quantité de silicium, en association avec des éléments qu'on a déjà passés en revue, comme l'oxygène, le carbone et l'hydrogène. On trouve les silicones dans énormément d'applications, dans des isolants, des lubrifiants, des adhésifs, des enduits comme du mastic. Et encore un emploi majeur du silicium, c'est en électronique, comme vous le savez. Du silicium est au cœur des composants comme les transistors et les puces des appareils électroniques. Ça va des ordinateurs au téléphone, en passant par l'électronique des voitures ou l'électroménager. Tout ça fonctionne avec du silicium. Pourquoi du silicium ? Parce que c'est aussi ce qu'on appelle un semi-conducteur. Comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il peut conduire l'électricité, mais pas toujours, et pas parfaitement. Un semi-conducteur est quelque part entre un isolant, par exemple le verre dont on vient de parler, et un conducteur, comme le cuivre ou le fer. Et enfin, le silicium est aussi important en biologie. Pas tant que ça chez les grands animaux. Dans leurs organismes, on n'en trouve que des traces. Mais par contre, il est indispensable en petite quantité dans certains tissus végétaux et pour différents micro-organismes, des algues ou des animaux microscopiques, qui l'utilisent pour se construire une mini-structure solide, une sorte de mini-squelette. L'élément numéro 15, c'est le phosphore, encore un élément critique pour la vie biologique. Quand on a parlé de l'azote, je vous disais que les nitrates étaient importants pour la croissance des plantes, et qu'on les trouvait dans des engrais naturels et des engrais de synthèse. C'est aussi le cas des phosphates, qui sont différents composés contenant du phosphore. Le phosphore n'est pas rare sur Terre. En moyenne, 1 kilo de croûte terrestre comprend 1 gramme de phosphore, 1 millième. Mais il est très réactif, donc comme vous l'avez maintenant bien intégré, ça va vouloir dire qu'il n'est jamais trouvé seul.
Le phosphore pur, aux conditions normales, peut aussi avoir différents allotropes. Vous vous souvenez que les allotropes sont différents arrangements, différentes formes du même élément, qui peuvent lui donner une apparence et des propriétés différentes. Par exemple, le graphite, la mine de crayon et le diamant sont tous les deux du carbone pur, deux allotropes du carbone, dont les atomes sont arrangés différemment. Et de la même façon, le phosphore pur peut prendre deux formes principales, deux allotropes, le phosphore blanc et le phosphore rouge. Vous connaissez le terme phosphorescence, la propriété de certaines choses qui se mettent à briller doucement après qu'on les ait illuminées. Le mot phosphorescence vient de phosphore, parce qu'on a observé que le phosphore blanc avait ce léger halo lumineux quand il est exposé à l'oxygène. Cette lumière est produite par l'oxydation du phosphore quand il est sous sa forme blanche. Ça n'arrive pas avec le phosphore rouge. Le terme exact pour qualifier ce phénomène, c'est la chimioluminescence. Mais le mot phosphorescence est resté, même s'il peut y avoir des cas de chimioluminescence sans phosphore. Notre élément suivant, le 16e, c'est le soufre. Aux conditions normales, le soufre est un solide sous forme de cristaux jaunes. Une particularité du soufre pur, c'est que ses atomes ont tendance à s'associer par groupe de 8, à former des molécules de 8 atomes de soufre. Il a été un des premiers éléments à être identifié comme tel, parce qu'il est assez abondant sur Terre, et on peut le trouver à l'état pur. On le connaissait déjà dans l'Antiquité, de la Chine à la Méditerranée. Aujourd'hui, la plus grande partie du soufre est obtenue par le traitement du pétrole et du gaz naturel. Quand on les raffine, c'est-à-dire qu'on les débarrasse des éléments indésirables, pour qu'ils soient plus concentrés en hydrocarbures, le soufre est un sous-produit courant du raffinage, et ça suffit à couvrir les besoins de l'industrie chimique, qui utilise le soufre pour des applications comme les engrais, les pesticides, ou pour faire des allumettes. Après les éléments qui forment les principales briques de la vie organique, oxygène, hydrogène, carbone, le soufre apparaît juste après. On le retrouve dans les acides aminés, les protéines, les vitamines, dans la kératine, qui est le matériau de base des poils ou des ongles. De nombreux éléments sont nécessaires à la vie organique complexe, au moins en petite quantité, des dizaines d'éléments, parfois juste à l'état de traces. En général, les éléments qui ne sont pas indispensables à la vie biologique sont des atomes rares et beaucoup plus lourds que ceux qu'on a passés en revue jusqu'à présent. Mais il peut y avoir quelques exceptions. Parmi ceux dont on a déjà parlé, on trouve par exemple l'aluminium. À notre connaissance, il n'est impliqué dans aucun processus biochimique nécessaire à la vie organique. On pourrait être exactement les mêmes, biologiquement, si l'aluminium n'existait pas. Après le soufre, arrive le tour du chlore, avec le numéro 17. Aux conditions normales, le chlore est un gaz jaune verdâtre, très réactif comme son cousin le fluor dont on a parlé avant. Et pour les mêmes raisons, l'état de sa dernière couche d'électrons. C'est cette réactivité très forte qui le rend toxique sous forme de gaz, et c'est aussi pour cette raison que le chlore est absent dans l'air. Il a réagi il y a longtemps avec l'oxygène, avec l'azote ou avec le sodium, pour former des composés comme le sel, dont je vous ai parlé à propos du sodium. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, les sels contenant du chlore étaient parmi les ingrédients favoris des alchimistes, parce qu'en les mélangeant ou en les chauffant,
il pouvait faire des expériences assez spectaculaires. Par exemple, il fabriquait une substance appelée aqua regia, en latin, eau royale ou eau régale, qui est un mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique. Déjà exposée à l'air, cette eau royale produit une fumée. Ça peut faire forte impression. On dirait une sorte de potion magique. Mais surtout, ces deux acides, combinés, ont le pouvoir de dissoudre l'or, ce qui leur donnait une aura de magie, d'où son nom d'eau royale. Mais alors justement, parlons un peu d'histoire. Quand et comment est-ce que tous ces éléments dont on a parlé, et dont on va continuer à parler, ont été découverts? Comment est-ce qu'on en est venu à comprendre que différents éléments chimiques nous entouraient et nous constituaient? La façon dont on a classé les éléments a beaucoup changé au cours des 3 derniers siècles. Entre le XVIIIe et le XXe siècle sont apparues différentes méthodes de classification en fonction des découvertes successives. Avant cette période, la nature de la matière était un grand sujet de spéculation depuis l'Antiquité. Un modèle assez commun était de penser que la matière était faite d'un nombre réduit d'éléments basiques. Dans la tradition grecque, on en trouvait 4, l'eau, l'air, la terre et le feu. Une façon d'imaginer la matière qui est devenue obsolète à l'époque moderne, quand beaucoup plus d'éléments chimiques ont été isolés et décrits. On sait aujourd'hui que ces 4 éléments antiques, comme l'eau ou le feu, ne sont pas essentiels, pas irréductibles, mais qu'ils sont constitués d'atomes, d'éléments atomiques. L'eau, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène. Le feu, si on s'intéresse à une flamme, c'est du gaz chaud, un mélange de dioxyde de carbone, d'eau sous forme de vapeur, d'oxygène et d'azote, plus des traces des éléments de ce qui est en train de brûler et qui peuvent donner une couleur différente à la flamme. L'air, si on considère l'atmosphère, l'air autour de nous, c'est surtout de l'azote et de l'oxygène, plus un peu d'hydrogène parce qu'il y a de l'humidité dans l'air, un peu de carbone sous forme gazeuse, du dioxyde de carbone, et des traces d'autres gaz en quantité infime. La Terre, ça peut avoir une composition très variable selon l'endroit où on la prend, mais à 90%, ça va être de l'oxygène et du silicium, plus de l'eau, oxygène et hydrogène, si elle est humide. Donc ces éléments pensés comme primordiaux, qu'on imaginait comme la base de la matière, ne le sont en fait pas, puisqu'on peut les décomposer en éléments individuels. La classification des éléments comme atomes apparaît à la fin du XVIIIe siècle, et elle se développe au XIXe. La première table périodique des éléments apparaît seulement au XXe siècle, en 1913, et à l'époque elle compte plusieurs dizaines d'éléments de moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on en est à 118, parce que beaucoup n'avaient pas encore été découverts. Si on observe la chronologie de la découverte des éléments, sur les 118 connus aujourd'hui, seulement 14 étaient identifiés dans l'Antiquité. Quand je dis identifiés, ça ne veut pas dire qu'on comprenait qu'il s'agissait d'atomes différents, et encore moins qu'on savait ce qu'était un atome. Ces découvertes ont eu lieu bien plus tard, mais plutôt qu'on les utilisait à l'état pur et qu'on leur avait donné des noms, même s'ils n'étaient pas encore considérés comme des éléments de base. Ces 14 éléments comprenaient beaucoup de métaux, le fer évidemment, mais aussi le cuivre, le zinc, l'argent, l'or, le platine, l'étain ou le plomb. On parlera de chacun d'eux un peu plus tard. Ensuite, de la Renaissance à l'âge des Lumières, au XVIIIe siècle,
on isole 27 nouveaux éléments en plus, en 3 siècles, qui, si on prend un peu de distance historique, apparaissent comme une vraie révolution scientifique. Certes, on est encore loin d'avoir acquis la connaissance contemporaine de ce que sont les atomes, mais c'est une accélération considérable de la classification et de l'analyse des éléments, si on compare à l'Antiquité et au Moyen-Âge. La plupart des éléments dont je vous ai parlé jusqu'à présent sont parmi les 14 éléments de l'Antiquité, et ces 27 de plus, découverts à l'époque moderne, à partir de la Renaissance, à l'exception des gaz nobles, comme l'hélium et le néon, qui seront découverts au XIXe siècle, et du lithium. Ensuite, justement, arrive le XIXe siècle, qui est un âge d'or de la chimie. Il commence avec 41 éléments différents, connus, et en un seul siècle, on en isole 42 de plus. Surtout, c'est au XIXe siècle que la théorie atomique remplace les approches plus anciennes, et qu'on commence à classifier les éléments en tant qu'atomes différents. Le concept d'atome, comme nom donné à la plus petite unité possible de matière, est plus ancien que ça. Comme intuition, c'est quelque chose qui a été déjà formulé en Grèce antique. Mais avant le XIXe siècle, c'est juste un concept. On ne sait pas ni comment, ni pourquoi des atomes existent avec différentes propriétés. Et en plus, il est faux de dire que l'atome est l'unité de base de la matière, celle qu'on ne peut pas diviser. Les atomes sont l'unité de base des éléments, avec leurs propriétés. Ils sont une forme courante de la matière, mais on peut les diviser, puisqu'ils sont faits de particules plus petites. Et comme je vous le disais dans la première partie, la matière n'est pas toujours sous forme atomique. Des particules libres, comme des neutrons ou des électrons, peuvent circuler. Et dans des corps comme les étoiles à neutrons ou les trous noirs, il n'y a plus d'atomes. La matière y est compactée si fortement que la structure des atomes disparaît. Donc la théorie atomique moderne s'impose vraiment au XIXe siècle, et dans la première moitié du XXe, on continue à isoler de nouveaux éléments. On en découvre encore 14 de plus en 50 ans, y compris de nombreux éléments naturellement radioactifs comme le plutonium ou le francium. C'est dans ce type de découverte que des figures comme Marie Curie vont s'illustrer. Une chose qui change à cette période, c'est l'approche scientifique pour chercher des nouveaux éléments à découvrir. Parce qu'on a compris maintenant que ce qui définit un élément unique, différent des autres, c'est le nombre de protons dans son noyau. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul élément avec un proton, un seul avec 2, un seul avec 3, et ainsi de suite. C'est sur cette base qu'on élabore la table périodique des éléments, où chaque élément a son numéro atomique, et on sait où chercher pour boucher les trous. On va commencer à se demander quel élément va avoir un certain nombre de protons dans son noyau. Qu'est-ce que ça va donner si un atome a 40, 50, 80 ou 100 protons? Alors au cours du XXe siècle, en plus de chercher les éléments dans la nature, on se rend compte qu'on peut aussi en synthétiser, qu'on peut créer des éléments qui n'existent pas naturellement, notamment de très gros atomes avec des dizaines de protons et de neutrons. Éléments qui sont bien souvent instables et se désintègrent spontanément assez rapidement, si bien qu'à l'état naturel ils sont introuvables ou presque. Vous verrez que quand on approchera la fin de la table périodique, je vais accélérer dans mes descriptions, parce que ce sont des éléments dont souvent il n'y a pas grand-chose à dire. Ils existent, ou ont brièvement existé, dans des laboratoires, et c'est intéressant de savoir qu'ils peuvent exister, mais ils sont introuvables dans la nature, et ils n'ont pas d'utilité particulière.
C'est pour ça qu'un certain nombre d'éléments sont inconnus du grand public. Les derniers éléments de la table périodique ont des noms qu'on n'entend jamais, comme l'oganesson, le ténessine ou le livermorium, qui ne sont connus que des chimistes et qui n'ont pu être observés qu'en les synthétisant au cours des 20 ou 30 dernières années, dans des accélérateurs de particules où on les a fabriqués en bombardant des atomes avec des particules pour les faire grossir. Alors passons à l'élément 18, l'argon. L'argon est le 3e gaz noble, après l'hélium et le néon, dont on a déjà parlé. Ce nom, argon, est dérivé du grec et il veut dire paresseux ou oisif, ce qui n'est pas surprenant pour un gaz noble. Comme les autres membres de son groupe, et pour les mêmes raisons, il a une réactivité très faible. Sa dernière couche d'électrons est saturée, et ça le fait se désintéresser de toute forme d'association avec d'autres. On utilise l'argon pour l'éclairage fluorescent, comme le néon, et aussi comme gaz protecteur dans des processus industriels à haute température, en raison de sa faible réactivité. Quand la température augmente, en termes physiques, c'est-à-dire quand le niveau d'énergie environnant monte, beaucoup d'éléments deviennent plus réactifs. Ils sont excités par l'énergie calorique autour d'eux. C'est pour ça que beaucoup de réactions chimiques sont provoquées en chauffant. Et c'est là qu'un gaz noble, inerte, rend des services. Par exemple, on utilise l'argon dans des fours industriels électriques au graphite. Ça évite que le graphite se mette à brûler, ce qu'il ferait au contact de l'oxygène. Donc on remplace l'air par une atmosphère constituée d'argon. Le numéro 19, c'est le potassium, le 3e métal alcalin après le lithium et le sodium. Chimiquement et visuellement, le potassium rappelle fortement le sodium. Aux conditions normales, c'est un métal blanc ou de couleur argentée, très mou. On pourrait le couper simplement avec un couteau, et qui réagit immédiatement avec l'oxygène de l'air en brûlant. Donc une nouvelle fois, on ne le trouve pas pur dans la nature, mais plutôt dans des minéraux ou en solution dans l'eau de mer. Le potassium a une fonction très importante dans le corps humain, pour le système nerveux. La transmission nerveuse a besoin d'ions de potassium, c'est-à-dire des atomes de potassium avec une charge électrique qui ont perdu des électrons. Ions de potassium qui peuvent traverser les membranes cellulaires. C'est pour ça qu'on a un besoin vital de potassium dans l'alimentation. Les fruits et les légumes frais en fournissent, et d'ailleurs le nom potassium rappelle comment traditionnellement on en obtenait. Potassium, ça vient de potasse, et la potasse, ce sont des sels contenant du potassium, qu'on produisait à partir de cendres, des cendres de plantes, du bois ou autres. En mélangeant les cendres à de l'eau, et en chauffant pour faire s'évaporer la solution, il reste de la potasse, qui a servi, longtemps avant la révolution industrielle, pour faire par exemple du savon, ou comme additif dans le verre et les céramiques, ou pour blanchir des textiles. L'élément numéro 20 est le calcium, autre élément abondant sur Terre, qu'on trouve le plus souvent sous forme de carbonate de calcium, associé à de l'oxygène et du carbone. On retrouve le calcium dans les coquilles d'œufs, les coquilles des gastéropodes, dans les perles naturelles. Et vous savez qu'il y a d'énormes dépôts de carbonate de calcium dans les couches géologiques, ce qu'on appelle du calcaire. En fait, le calcaire naturel, géologique, ce sont les squelettes d'anciennes créatures marines, en particulier du plancton.
pendant des millions d'années, les squelettes microscopiques qu'elles avaient construits en filtrant le calcium de l'eau se sont accumulés au fond des océans. Ils ont formé des couches qui ont été comprimées par le poids des couches au-dessus. Et dans différents endroits autour du monde, c'est par exemple très courant en Europe de l'Ouest, ces couches ont ensuite émergé quand le fond océanique s'est soulevé ou que l'eau s'est retirée. Les pierres calcaires, ou simplement les craies, qui sont du carbonate de calcium réduit en poudre et recompressé sous forme de bâtonnets, c'est en bonne partie du calcium. Et vous savez aussi que c'est un élément vital en biologie. C'est le 5e élément le plus présent dans le corps humain. On y pense plutôt pour les os, mais pas seulement. Il joue un grand rôle dans les systèmes digestifs, dans la circulation sanguine. Il sert notamment à la synthèse et au fonctionnement des cellules du sang. Sans calcium, on ne pourrait pas vivre. Maintenant qu'on dépasse le 20e élément, on va commencer à rencontrer des éléments moins ordinaires et plus mystérieux. Pas seulement, il nous reste encore beaucoup de métaux bien connus à examiner, tels que le fer, le cuivre ou l'or. Mais on va aussi trouver certains éléments dont on n'entend presque jamais parler. Et c'est le cas de l'élément 21, le scandium. Le scandium fait partie d'un groupe de 17 éléments, 17 métaux, qu'on appelle aussi des terres rares. Chacun d'entre eux a quelques applications industrielles, généralement très spécifiques, comme additifs dans des alliages, ou dans des composants électroniques, ou comme agents dans des processus industriels. À moins que votre profession vous amène à les côtoyer, vous n'avez probablement jamais entendu ces noms. À part le scandium, donc, l'élément 21, ce groupe inclut l'élément 39, l'yttrium, le 57, le lantane, ou le 58, le cérium. En fait, tous les éléments de 57 à 71 appartiennent à ce groupe des terres rares. On trouve ces éléments souvent associés entre eux, ou avec d'autres métaux. Donc pour les obtenir isolément, il faut extraire des minerais riches en terres rares, qui vont être raffinés par différents procédés pour les isoler sous forme pure. Ces dernières années, la demande pour les terres rares s'est envolée parce qu'elles servent dans beaucoup d'applications électroniques, comme les lampes LED, les écrans, les véhicules électriques. Et parmi les pays producteurs, la Chine s'est imposée comme de loin le plus grand producteur et aussi utilisateur de terres rares. Mais il y a une course en cours autour du monde pour mettre en production d'autres sites, d'autres mines de terres rares, parce qu'elles sont devenues des ressources stratégiques pour l'industrie et les applications technologiques. L'élément 22, c'est le titane, un métal qu'on ne trouve que sous forme d'oxyde dans la nature, mais dont les oxydes peuvent être purifiés, réduits, pour donner à l'état pur un élément à la couleur argentée, de faible densité. Le titane est plutôt léger, il donne un peu la même impression que l'aluminium, mais il est de haute résistance mécanique, et aussi résistant à la corrosion. La résistance mécanique, c'est notamment pour ça qu'on connaît le titane. À l'état pur, il est aussi résistant que l'acier, mais beaucoup moins dense. Il est aussi plus résistant que l'aluminium quand on cherche de la rigidité. Et il est un peu plus dense que l'aluminium, environ 60% plus dense, mais plus de 2 fois plus résistant. Si bien qu'au total, si on considère le ratio de sa résistance mécanique à son poids, il est plus performant que l'aluminium. C'est pour ça qu'on le retrouve dans beaucoup de matériaux de haute performance, souvent sous forme d'alliage avec du fer et de l'aluminium.
par exemple dans des applications dans l'aviation ou l'aérospatiale. Le numéro 23, c'est le vanadium, un autre métal découvert au XIXe siècle et qui présente un aspect brillant, argenté. On l'utilise surtout pour la production d'alliages d'aluminium et d'acier, parce qu'on a découvert au début du XXe siècle qu'une petite dose de vanadium dans l'acier pouvait considérablement augmenter sa résistance. Et depuis, beaucoup d'objets en acier qui doivent être particulièrement résistants aux contraintes mécaniques, comme des engrenages, des cadres de vélo, les vilebrequins dans les moteurs, c'est-à-dire la pièce qui transforme le mouvement linéaire des pistons en mouvement rotatif. Tout ça est souvent fait d'acier contenant du vanadium. Un autre élément souvent ajouté à l'acier, c'est le numéro 24, le chrome. Vous connaissez l'acier inoxydable, l'inox. C'est une famille d'alliages à base de fer, parfois aussi incluant du carbone, qui a été développée après la découverte du fait qu'une dose de chrome, en général autour de 10% ou un peu plus, rendait l'acier très résistant à la corrosion. Il ne rouille plus, c'est-à-dire qu'il résiste à l'oxydation à sa surface. Le chrome forme un revêtement, un film passif, qui évite ce type de réaction à la surface de l'objet en inox. Parce que le chrome est très peu réactif avec l'oxygène, et à lui seul, il est aussi un métal très dur. En dehors des alliages inoxydables, un autre usage du chrome, c'est sous forme de plaquage à l'état pur. Une couche de chrome sur des objets métalliques va les protéger. On a tous vu des parties chromées sur des motos ou certaines parties des voitures. Ça se faisait beaucoup à une époque. Et visuellement, c'est assez flatteur, parce que le chrome ne se ternit pas, ou très peu, au contact de l'air. Il reste bien brillant. Ce qu'on appelle se ternir pour les métaux, en fait, c'est l'apparition d'une fine couche de corrosion qui apparaît à la surface par réaction avec l'air. Ça peut être, et c'est souvent le cas, par réaction avec l'oxygène, mais pas seulement. Par exemple, l'argent ternit assez vite au contact de l'air, il arrête de briller et il noircit. Ça n'est pas l'oxygène qui provoque ça, c'est le sulfure d'hydrogène, un gaz présent en très petite quantité dans l'air, mais suffisant pour réagir avec l'argent. Donc le chrome ne ternit pas, par désintérêt pour ce type de réaction. Et c'est pour ça qu'il est durablement brillant, une fois qu'il a été bien poli. Élément numéro 25, le manganèse. C'est encore un autre métal utilisé dans les alliages, notamment comme additif dans les aciers inoxydables, parce qu'il les rend plus durs, donc plus résistants à l'usure. Dans des conditions normales, le manganèse ressemble beaucoup à notre élément suivant, un gros morceau puisqu'il s'agit du fer, l'élément numéro 26. Le fer est important déjà par sa prévalence. Par la masse, c'est l'élément chimique le plus présent dans notre planète, juste devant l'oxygène. Il y a plus d'atomes d'oxygène que de fer, mais un atome de fer est 3 fois plus massif qu'un atome d'oxygène. Et donc, par la masse, environ 32% de la planète Terre, ce serait du fer, contre 30% pour l'oxygène. Mais le fer est beaucoup moins visible et accessible en général, parce que l'essentiel se trouve dans et autour du noyau de la planète. Dans la croûte terrestre, il n'est que le 4e élément le plus présent. On pense que le fer de la croûte terrestre serait surtout arrivé tard dans la formation de la Terre, par des bombardements d'astéroïdes, alors que la croûte était déjà en partie solidifiée. Pourquoi est-ce que le fer est si présent en profondeur et moins à la surface? Justement, c'est une question de densité.
il est relativement lourd, plus lourd que les autres éléments qui constituent l'essentiel de la planète. Donc alors qu'elle était en formation, il a eu tendance à migrer vers le centre, à tomber vers le noyau, dont on pense qu'il est très riche en fer. Ça n'en a pas laissé beaucoup, voire quasiment pas, dans la couche la plus superficielle qui a formé la croûte terrestre en se refroidissant. Mais ensuite, pendant des millions d'années, alors que la Terre se refroidissait progressivement, il y aurait eu un bombardement assez intense d'astéroïdes qui auraient réenrichi la croûte terrestre en différents éléments et composés, comme des métaux, mais aussi en eau. Une partie substantielle de l'eau sur Terre serait arrivée de cette manière. Je vous en ai parlé dans différents épisodes sur l'histoire de la Terre. Donc le fer est abondant sur Terre, et même dans la croûte terrestre, il y en a en grande quantité. Mais il n'a pas été le premier métal à être exploité par l'humanité. Sans doute parce que même s'il est accessible, près de la surface, il est plus dur à travailler que le cuivre. Les premiers métaux utilisés pour des outils ou des armes ou d'autres objets ont été des alliages à base de cuivre, comme le bronze, c'est-à-dire du cuivre avec de l'étain, ou le laiton, du cuivre avec du zinc. D'où le terme d'âge du bronze, le bronze étant un alliage et pas un élément. Et d'ailleurs, le terme de bronze est un peu imprécis. Il sert à différents alliages avec du cuivre, et il n'y en a pas une seule recette officielle. Alors pourquoi est-ce que le cuivre était plus facile à utiliser que le fer, alors qu'il n'est pas aussi fréquent? Parce que pour extraire le métal du minerai de fer, il faut des fourneaux qui atteignent au moins 1500 degrés Celsius. C'est 500 degrés de plus que la température de fusion du cuivre. Ça fait une énorme différence, une barrière technique. Et c'est à cause d'elle que l'âge du bronze a duré des siècles avant que le bronze ne soit supplanté par le fer. Au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ, en Eurasie, et un peu plus tard, dans d'autres parties du monde. L'importance du fer n'a jamais diminué depuis, et c'est devenu de loin le métal le plus important dans nos vies quotidiennes, en particulier sous forme d'acier. On en trouve dans la construction, presque tous les appareils électriques, les outils, les ustensiles ménagers, les voitures. Il est présent partout. C'est aussi le métal le moins cher, grâce à son abondance et à la taille de l'industrie du fer et de l'acier. Au poids, il coûte quelques euros au kilo. C'est moins que beaucoup d'aliments. Et ça fait une énorme différence avec l'ère pré-industrielle. Il n'a jamais été un métal précieux, mais jusqu'à il y a 200 ans, il était assez rare et assez cher pour que les gens prennent soin du fer qu'ils avaient, sous forme d'outils, de clous ou de machines. Dans la première partie de cette revue des éléments, je vous ai expliqué comment les premiers éléments après l'hydrogène et son unique proton, comme l'hélium avec 2 protons ou le lithium avec 3, apparaissaient dans les étoiles, comme produits de la fusion des noyaux d'hydrogène. Les éléments 4 et 5, le beryllium et le bore, sont un peu particuliers parce qu'ils ne se forment pas vraiment par fusion de noyaux. Ils ne resteraient pas stables, mais par bombardement de noyaux plus petits par des protons indépendants, qui viennent se coller à un noyau existant. C'est pour ça qu'il y a peu de ces éléments. Ils ne sont pas produits à large échelle, et ils ne durent pas très longtemps à l'intérieur des étoiles. Ils peuvent se briser et refusionner. Mais après eux, de l'élément 6, le carbone, au 26, le fer, ces atomes plus lourds se forment dans des étoiles quand elles approchent de l'épuisement de leurs ressources en hydrogène et en hélium.
et que dans les dernières années, voire les derniers instants de cette séquence où elle brille, elle fusionne des atomes de plus en plus lourds. Pour les étoiles suffisamment massives, cette séquence va se terminer en supernova. Mais toutes les fusions ne sont pas exactement les mêmes. Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter à l'épisode sur les étoiles à neutrons et les trous noirs, où je vous parle des différents types d'étoiles et de ce qui se passe quand elles s'épuisent. Ce qui nous importe ici, c'est que les fusions d'atomes entre eux sont globalement libératrices d'énergie jusqu'à la constitution d'atomes avec 26 protons, donc du fer. On les appelle exothermiques, libératrices nettes d'énergie. Pourquoi est-ce que ces fusions libèrent de l'énergie ? Parce que l'énergie nécessaire pour faire tenir ensemble le nouvel atome est inférieure à celle de ses prédécesseurs. En d'autres termes, il y a besoin de moins d'énergie de liaison, et le surplus est libéré par la fusion. Mais au-delà de 26 protons, à partir de l'élément 27, ça s'inverse. Les réactions de fusion deviennent endothermiques. Elles ne pourront se produire qu'en consommant de l'énergie qui va se changer en énergie de liaison. Donc la fusion d'atomes plus lourds ne peut pas servir de ressource, de carburant à une étoile. Et ces atomes au-dessus du numéro atomique 26 n'apparaissent que dans les tout derniers instants, quand se produit la supernova, qui est un relâchement d'énergie gigantesque et soudain, énergie qui va pouvoir être utilisée pour des opérations de fusion endothermique. Ça situe le fer à une charnière, une sorte de pivot. Il est le dernier, le plus gros atome créé par fusion exothermique. Ce qu'on pourrait traduire en disant que les noyaux de fer préfèrent vraiment rester tels qu'ils sont. Ils ne sont pas enclins du tout à se briser, ils sont très solides. Et on pense que c'est la raison qui explique la relative abondance du fer dans l'univers. Une fois qu'il apparaît, il ne disparaît plus. Les noyaux de fer ne se brisent que très difficilement et ne participent que sous des conditions très extrêmes à des fusions qui donneraient des noyaux plus lourds. Ce qui veut aussi dire qu'au fil du temps, le fer s'accumule dans l'univers. En termes de masse, aujourd'hui, il représente une toute petite fraction de la masse totale de la matière atomique. Il y a beaucoup plus d'hydrogène ou d'hélium en masse. Mais au fur et à mesure que l'univers vieillit, la part du fer parmi les éléments augmente. Le numéro 27, c'est le cobalt, un métal découvert au XVIIIe siècle. Petite anecdote, mais ce nom cobalt vient de l'allemand kobold, l'équivalent de gobelins, les petites créatures fantastiques. Du minerai contenant du cobalt a été surnommé kobold par des mineurs, parce qu'il semblait à la fois inutile et toxique. Il était pauvre en métal connu qu'on cherchait à exploiter, et quand on le fondait, ce minerai produisait des vapeurs contenant de l'arsenic. Un autre élément dont on parlera plus tard. Mais en 1735, on se rend compte que ces minerais de kobold peuvent être réduits en un nouveau métal, inconnu jusqu'ici. Et on l'a baptisé cobalt, d'après Kobold. Grosse découverte à l'époque, parce que le cobalt était le premier métal découvert depuis à peu près 2000 ans. Aujourd'hui, le cobalt est surtout obtenu comme sous-produit de l'exploitation de métaux plus importants, comme le cuivre. Il a des applications industrielles dans les alliages, et aussi une très ancienne, qui date d'avant son identification comme élément. Le cobalt, dans des composés comme le silicate de cobalt ou l'aluminate de cobalt, donne une couleur bleue profonde, utilisée dans les peintures ou pour colorer du verre et des céramiques.
Ces pigments bleu cobalt ont servi depuis l'Antiquité. Et enfin, le cobalt est un composant important de la vitamine B12 qui sert à tous les animaux dans le métabolisme des cellules et la synthèse de l'ADN. Passons à l'élément 28, le nickel. Je vous disais avant qu'une grande partie du fer de la croûte terrestre est probablement arrivée avec des météorites, vers la fin du processus de formation de la planète. Il en serait allé de même pour le nickel, et ce nickel est trouvé en combinaison avec le fer. Le principal usage du nickel, c'est dans des alliages. Il améliore leur résistance à la corrosion, ou en plaquage, pour la même raison. On l'utilise notamment pour faire des pièces de monnaie. Et une particularité du nickel, c'est que c'est l'un des 4 éléments qui sont ferromagnétiques à température ambiante. Les 3 autres étant le fer, le cobalt et le gadolinium, un élément rare qui fait partie de ces terres rares dont on a parlé avant. Ferromagnétique, ça veut dire qu'il peut être attiré par des aimants. On va conclure ce deuxième volet avec l'élément numéro 29, le cuivre. Un autre métal, et sans doute le plus important pour l'industrie après le fer. Le cuivre est un métal assez mou et malléable, qui a pour particularité d'être très conducteur de la chaleur et de l'électricité, à température ambiante. C'est ce qui en fait le métal de prédilection pour les fils électriques, et de façon un peu plus anecdotique pour faire des ustensiles de cuisine comme des casseroles ou des poêles, parce que la chaleur va s'y répandre de façon rapide et uniforme. Il fond à 1000 degrés, une température plus basse que celle du fer, et un autre aspect qui l'a rendu plus accessible à nos ancêtres, c'est que parfois on le trouve directement utilisable sous forme de métal pur, ou presque. On parle dans ce cas de métal natif, pas ou presque pas mélangé à d'autres éléments. Donc pas besoin de traiter le minerai. Et sans doute que les premières utilisations du cuivre par l'homme ont commencé avec ces quelques pépites de métal natif. C'est aussi un des premiers métaux à avoir été extrait du minerai, autour de 5000 avant Jésus-Christ, longtemps avant le fer. Mais à cause de sa tendresse, le cuivre pur est peu utile pour faire des outils ou des armes. Et c'est pour ça qu'il a vraiment commencé à être employé dans ce type d'usage en alliage, sous forme de bronze. À l'époque romaine, le cuivre était exploité notamment sur l'île de Chypre, et c'est de là que vient son nom. Il a été appelé cuprum en latin, avant de devenir cuivre en français. Aujourd'hui, les grandes régions productrices de cuivre sont l'Amérique du Sud, le Chili et le Pérou, le sud de l'Afrique, la Chine et les États-Unis. Et il semble que le cuivre ait encore un avenir assez prometteur en raison du recours croissant à l'électricité, notamment pour les véhicules. Les voitures électriques ont des besoins de transmission électrique bien plus grands que les voitures à essence, et le cuivre reste la seule alternative efficace et abordable pour le câblage électrique. Chez les humains et les animaux en général, le cuivre est trouvé en très petite quantité dans leurs organismes. Sauf chez des mollusques et des crustacés où il remplace le fer dans l'hémoglobine, les globules rouges, qui du coup ne sont plus rouges. Nos cellules sanguines, du moins celles qui servent au transport de l'oxygène, utilisent une protéine, l'hémoglobine, qui contient du fer. Certains invertébrés n'ont pas d'hémoglobine, mais de l'hémocyanine. Des protéines différentes, mais qui peuvent aussi se lier à l'oxygène pour le transporter. Et elles utilisent pour ça des atomes de cuivre à la place du fer. C'est pour ça que leur sang n'est pas rouge.
Le sang des pieuvres, par exemple, ou des limules, est bleu à cause de l'hémocyanine. On a déjà couvert beaucoup des éléments les plus familiers, mais il nous en reste encore plus de 80 qu'on continuera à examiner la prochaine fois, en commençant avec le 30e élément, le zinc. En attendant, c'est la fin de notre épisode pour ce soir. Je serai bientôt de retour avec un nouvel épisode. Et si vous n'avez pas encore sommeil, vous pouvez en choisir un autre dans la bibliothèque des rêves et partir pour une nouvelle aventure. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. À la semaine prochaine, et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.